Vive la vie. L'opéra, ce n'est que de l'émotion. Merci beaucoup Amaya. De rien. Parole de femme aujourd'hui à Carpentras, dans la synagogue de Carpentras, dans un lieu culte. Nous allons retrouver notre chroniqueuse Florence Bombanel, guide conférencière autour du patrimoine de la Cove. Bonjour Florence, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre rendez-vous de façon fidèle. Merci beaucoup Florence. C'est un plaisir. Alors aujourd'hui Florence, tu vas nous parler des femmes autour de la synagogue, des femmes qui ont marqué l'histoire de la synagogue. Tu as proposé ce thème, pourquoi ? Alors, c'est pas forcément le côté religieux du sujet que je veux te présenter, parce que tu sais, je suis historienne, donc moi, je suis pas spécialiste des religions, mais la synagogue, c'est quand même un des grands monuments du comtat venessin, du Vaucluse, un monument historique assez incontournable. Ça fait partie des plus grands, des plus importants, des plus emblématiques, des plus visités. Donc j'avais envie de le présenter un peu, et puis par un biais un peu différent, c'est-à-dire celui des femmes. Oui. Quelle place elles avaient ici, quelles pouvaient être les femmes importantes qui ont gravité ici et qui gravitent encore. Voilà, c'était un clin d'œil aussi à l'association cultuelle israélite de Carpentras actuelle, où il y a beaucoup de femmes qui travaillent pour la valorisation de la synagogue. Donc passé et présent. Alors là, tu vas remonter jusqu'à quelle période ? Le monument déjà, cette synagogue-là, on est dans quel siècle ? 12e, 13e ? Alors un tout petit peu plus tard, on est au 14e sur l'occupation de cette synagogue. En tout cas, les sous-sols d'aujourd'hui sont encore du 14e siècle, mais la salle de prière où on est, elle a été refaite au 18e. D'accord. Mais elle est dans son jus du 18e siècle. Alors ces femmes... toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire dans le comtat vénessin, puisqu'on va parler du comtat principalement, la synagogue. Est-ce que tu peux déjà faire un petit rappel sur, sur le judaïsme ? Quelle est la relation entre la femme et le judaïsme ? Un enfant, lorsqu'il naît de parents juifs et non juifs, il hérite, j'ai envie de dire, de cette religion via la mère et uniquement la mère. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces explications-là ? Alors, comme tu dis, le judaïsme se transmet par la maman. C'est la maman qui transmet le judaïsme. Ça s'appelle, c'est la matrilinéarité. Donc, le fait que ce soit la mère qui transmette. Alors, dans les communautés libérales actuelles, quand le papa est juif et la maman non juive, la religion peut se transmettre. Là, on parle de cas récents de communautés très libérales, mais la règle, c'est celle-là. C'est la règle de la maman. La maman transmet la religion, mais par contre, il est à noter que c'est le père qui éduque. Et le père qui éduque le fils à la religion. Donc elle la transmet, elle fait tout pour que la religion soit comprise par ses enfants, en laissant du temps et en s'occupant de tout ce qui est à côté pour laisser du temps au père pour s'occuper des fils et transmettre la religion. Alors les femmes, dans leur religion juive, n'ont pas forcément beaucoup d'interdictions, mais elles ont certaines obligations. Et elles ont plutôt le champ libre à la synagogue parce qu'elles sont beaucoup plus présentes à la maison. Elles sont gardiennes des rites à la maison. Elles ne sont pas forcément très présentes à la synagogue dans le sens où elles ne sont pas obligées de venir assister aux lectures de la Torah. Elles peuvent, mais elles ne sont pas obligées. C'est pour ça que je te parle pas forcément d'interdiction parce que si elles veulent, elles peuvent venir, mais elles ne sont pas obligées. Elles peuvent se couvrir la tête, mais elles ne sont pas obligées, alors que les hommes sont obligés de porter la kippa. Enfin voilà, il y a quand même une certaine souplesse parce qu'elles sont vraiment dévolues à la maison. Alors, quels sont les rites que l'on pourrait retenir ? Est-ce que tu pourrais nous présenter cela ? Plutôt les rites liés à la femme, à travers cette religion, puisqu'on parle, pardon messieurs, mais uniquement des femmes. Voilà, qu'est-ce que tu peux peut-être... je pense que c'est bien aussi de remettre les choses à leur place, parce que parfois ça peut être dévié, mal compris, mal interprété. Donc c'est bien aussi de repartir sur les bases fondamentales du judaïsme à travers les rites que la femme pourrait perpétuer.
Oui, parce qu'il ne faut pas le voir à travers un prisme ni chrétien ni autre. Hein. Il Tout faut comprendre la religion en tant que telle. Souvent, je le dis en faisant visiter la synagogue, il ne faut pas chercher à comparer, il faut chercher à comprendre tel que ça se présente en fait. Hein. Donc les femmes, elles ont plusieurs cordes à leur arc, je vais dire. D'abord, elles sont chargées de l'allumage des bougies le vendredi soir et de la bénédiction pour Shabbat. Donc Shabbat, c'est le temps de repos en fin de semaine qui commence le vendredi au coucher du soleil, qui finit le samedi au coucher du soleil, qui est un moment de grande fête où les Juifs ne doivent ni travailler ni créer, ni faire quoi que ce soit de créatif. Donc les femmes préparent le repas de Shabbat avant, le vendredi coucher du soleil, afin que tout soit prêt et de respecter les règles de Shabbat, et sont chargées de l'allumage des bougies et de la bénédiction. Donc ça, c'est pas forcément écrit dans les textes, c'est une tradition qui s'est mise en place, mais donc elles sont en charge de cela. Elles sont aussi en charge du rite autour du pain, le pain de Shabbat et le pain des fêtes. Il y a une tradition, c'est de prélever un peu de pâte avant la cuisson et de la brûler, et de faire le pain donc sans cette petite boule de pâte qui a été prélevée. Ça remonte à l'époque du temple de Jérusalem où chacun prélevait un peu de pâte avant de cuire le pain pour le faire cuire à part et le donner aux prêtres parce qu'ils n'avaient pas de terre, n'avaient pas de revenus, donc il fallait les nourrir aux prêtres du temple. Et l'habitude est restée, et du coup aujourd'hui, comme c'est plus donné à un prêtre, c'est brûlé, notamment dans le four avant cuisson. Donc ça fait partie des choses qu'elles doivent faire, observer. Et une grande part des rites à observer, mais c'est les rites de pureté familiale. En fait, c'est au nom du couple, les femmes sont tenues à observer ces rites, et donc notamment au moment des menstruations. Donc il est interdit à l'homme et la femme de se côtoyer au moment des menstruations et 7 jours après. Et à ce moment-là, pour redevenir pure et pouvoir retourner auprès de son mari, la femme est obligée de s'immerger dans le bain rituel. Un bain rituel qui s'appelle le mikvé. Il y en a un du XIVe siècle ici, là, sous la salle de prière de la synagogue. Donc il n'est plus utilisé aujourd'hui, mais il a été utilisé pendant plusieurs siècles. Donc c'est une source d'eau qui est naturelle. Ça doit venir de l'eau de pluie, de l'eau de source. C'est pas de l'eau du robinet qu'on ajoute aujourd'hui. Hein. Donc c'est une eau naturelle de grande capacité, dans laquelle on doit s'immerger entièrement et ressortir. Et là, on ressort purifié. Donc ça, c'est fait, comme je te le dis, après cette période-là, c'est fait aussi après un accouchement. Un certain nombre de jours à observer après un accouchement, de se purifier pour revenir à la vie normale. Ça peut se faire aussi pour les hommes, hein, la veille de leur mariage, pour la fête de Yom Kippour. C'est pour les convertis aussi. Les nouveaux convertis doivent s'immerger. Mais c'est très important pour les femmes, cette immersion dans le bain rituel, cette pureté à retrouver. Et donc c'est pour le bienfait du couple que tout ça a été mis en place. Ce sont toujours des traditions qui sont suivies et respectées aujourd'hui ? Alors, comme toute religion, il y a les pratiquants, les non-pratiquants, les croyants, les plus ou moins pratiquants. C'est encore suivi par les familles les plus orthodoxes, on va dire. Au niveau des communautés libérales, c'est moins suivi, mais ça fait quand même partie des rites qui devraient être effectués si on suit la religion au sens strict du terme. Alors, est-ce que l'on sait quel bienfait ça peut amener au couple, justement, cette purification ? Alors, en fait, un des bienfaits de cela, c'est aussi de se tenir éloigné un certain temps et de pouvoir se retrouver. Le but, c'est d'éviter l'ennui. Parce que dans le judaïsme, l'épanouissement du couple, de l'homme et de la femme, est très important en fait. L'homme et la femme s'accomplissent en se mariant, ils se complètent, c'est pour trouver du bonheur. Et il faut éviter l'ennui, il faut éviter la routine du couple, et finalement, cette période d'éloignement est un petit peu aussi faite pour ça. Permet de se retrouver aussi. Permet de se retrouver, voilà. Donc c'est aussi un axe de compréhension de ce rite. Donc c'est assez intéressant parce que le mariage est très important, bien sûr, dans le judaïsme, mais l'épanouissement, vraiment, est très important. C'est pour l'épanouissement humain. C'est pour ça que le judaïsme, alors sous condition, on peut accepter l'avortement, la contraception, concède le divorce. Dans le judaïsme, il vaut mieux un couple divorcé qu'un couple malheureux ensemble, par exemple. Donc il y a la possibilité de divorcer religieusement et de se remarier. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre. Alors, parfois, les femmes se retrouvent dans des situations, notamment financières, un peu difficiles quand les hommes refusent le divorce, parce que du coup, après, elles ne peuvent plus se remarier religieusement. Il y a des situations très difficiles. Il y a des femmes juives féministes qui militent pour justement assouplir les règles du divorce entre hommes et femmes et que les femmes aient les mêmes droits que les hommes au niveau du divorce. Parce qu'on peut être féministe
et suivre des religions aussi. Bien sûr. Il y a un grand mouvement. Est-ce que c'est aussi un mouvement précurseur aussi par rapport à cette religion-là parce que on parle dans le mouvement, enfin on parle dans cette religion, dans le judaïsme, ces problèmes de couple et de divorce, mais c'est partout, c'est général. Bien sûr. Alors peut-être que c'est aussi un mouvement un peu plus fort parce que ça passe aussi par le judaïsme. Peut-être. En tout cas, comme je te disais, le bonheur est important. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Et c'est aussi une façon de prendre en compte des problèmes contemporains. Parce que le judaïsme ne vit pas au temps du temple de Jérusalem. Il s'adapte au pays où les gens vivent, à l'époque où les gens vivent. Donc c'est une façon d'être au goût du jour, quoi, et de se confronter aux problèmes actuels. D'ailleurs, une des grandes perspectives pour le judaïsme dans ce sens-là, et pour les femmes, eh bien, c'est le fait qu'il y ait des femmes rabbins. Depuis quelques années, il y a des femmes rabbins, il y en a 3, je crois, aujourd'hui, qui écrivent des ouvrages sur les femmes et le judaïsme. Il y a Pauline Beb, il y a Delphine Norwiller, qui écrivent des choses extrêmement intéressantes sur les femmes et le judaïsme et qui militent pour ça. Donc forcément, si c'est des femmes rabbins, elles ont quand même un poids, elles connaissent extrêmement bien la religion, c'est des femmes extrêmement instruites de la religion et donc elles avancent dans ce sens-là parce que le but, c'est pas de... Enfin, je dirais presque qu'il faut réinterpréter les textes. Parce que les textes, ils ont été écrits par des hommes, pour des hommes, et qu'il faut parfois sortir des interprétations anciennes qui sont un peu réductrices. Alors comment c'est perçu ça par les anciens? Est-ce qu'il y a des manifestations internes? Alors, il y a des communautés plus orthodoxes et plus libérales, comme je te disais. Donc, dans les communautés libérales, il n'y a pas de souci. Ça passe. Pour te donner un signe important, dans les communautés libérales, les hommes et les femmes sont mélangés à la synagogue. Alors que dans les communautés plus orthodoxes, les hommes sont d'un côté et les femmes de l'autre, pour celles qui veulent assister à la prière. Donc, pour les communautés libérales, il n'y a pas de souci. Pour les communautés orthodoxes, il y a forcément un peu des dents qui grincent, mais c'est quand même une religion qui va de l'avant, qui a une volonté de traiter les problèmes et de ne pas les laisser de côté, généralement. J'ai eu la chance... Comment est perçue la femme par rapport à l'homme dans cette religion? Est-ce qu'il y a une parité ou est-ce que la femme est peut-être un peu plus soumise, même si tout est mis en œuvre pour qu'elle soit heureuse à travers son couple, à travers sa philosophie, etc. Comment elle est perçue? Il y a la théorie et la pratique. Là, pour le coup, effectivement, tout est mis en œuvre pour qu'elle soit heureuse, mais parfois ça se retourne contre elle. En tout cas, l'homme est dévolu à l'étude, à la prière, au travail, à l'éducation des fils, les femmes à la maison. Tout faire pour que les hommes puissent se consacrer aux lois juives qui les obligent à venir écouter la Torah, participer aux offices, etc. Donc l'égalité, pas tellement, mais on va dire qu'il y a plutôt la sphère publique et la sphère privée, que chacun est maître dans sa sphère. Plutôt que d'égalité, dans mon sens, de ce que j'ai pu lire ou entendre, etc., je dirais plutôt qu'il y a prédominance des hommes dans la sphère publique et des femmes dans la sphère privée. Je dirais plutôt, voilà, je te le nuancerai plutôt comme ça. Mais il n'y a pas que dans le domaine des femmes, de la place des femmes, avec, on entend beaucoup parler en ce moment de vivre ensemble, de cohabitation des religions, etc. J'ai eu la chance d'entendre le président du Consistoire de France. Il y a vraiment, les questions sont posées, les textes sont lus pour répondre aux questions actuelles. Donc pour les femmes comme pour d'autres problèmes auxquels se retrouve confrontée la société en général, et donc forcément les religions, la société en général. Il y a un suivi, il y a une assistance, tu veux dire, par rapport au phénomène de vivre ensemble dans la société générale. Je trouve qu'il y a vraiment une prise en compte de ça qui est très importante. Pour te donner un exemple, pendant les prières de Shabbat notamment, il y a une prière pour la République. Bon, ça, c'est bien quelque chose qui ne vient pas des textes et qui ne vient pas de la Torah, qui ne vient pas des premiers rabbins, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui s'adapte. Donc,
Voilà, ça, je pense que c'est important. Mais pour les femmes, il y a quand même certaines choses, voilà, il y a quand même une tradition qui subsiste, malgré des envies d'évolution, en tout cas d'une certaine partie des autorités religieuses, il y a quand même de fortes traditions qui subsistent, hein, sur la place des femmes au foyer, etc. Mais, oui, parce que c'est comme dans toutes les... Enfin, on déborde un peu finalement, mais on est obligé de... Forcément, prendre les choses dans leur globalité. Parce que dans toutes les régions, il y a tout ce qui est équilibre, et puis il y a aussi l'intégrisme. Donc dans cet intégrisme-là, comment la femme est-elle perçue, comment arrive-t-elle à s'épanouir, comment elle peut accomplir par exemple sa liberté, son activité professionnelle en toute liberté. Voilà, tout ça, est-ce qu'il y a encore des tabous par rapport à cela? Dans les communautés les plus radicales, oui, il y a encore des tabous. Il y a encore des tabous, mais ça reste minime. Comme dans toutes les religions, hein, les franges, les plus radicales sont minimes, mais c'est parfois ce dont on entend le plus parler, parce que voilà. Mais dans la grande majorité, il y a quand même des évolutions constantes. Notre exemple que je peux te donner, c'est la bar mitzvah. Pour les garçons, c'est la cérémonie qui donne la majorité religieuse, on va dire, hein, grosso modo, qui dit qu'un garçon devient un homme. C'est à l'âge de 13 ans. Et depuis le milieu du 19e siècle, le consistoire français a instauré la bat mitzvah, une cérémonie pour les filles, qui à l'âge de 12 ans, parce que considérées comme plus mûres que les garçons, un an avant, font une cérémonie pour montrer leur majorité religieuse, leur existence. Donc tu vois, il y a des évolutions quand même importantes, et là ça concerne... La majorité. Hein. Donc c'est à travers ces petits exemples, je vais te montrer à quel point, voilà, au fil du temps, on s'est adapté aux choses, hein, au sein du consistoire, comme au sein des communautés elles-mêmes, hein, qui petit à petit s'adaptent. Alors revenons à Carpentras, à la synagogue de Carpentras. Quel est l'historique de ces femmes qui ont œuvré à travers l'association, à travers la protection, à travers la préservation de ce monument historique? Ce monument, aujourd'hui, il y a des visites guidées, il y a eu des festivals, un festival des musiques juives, il y a eu des personnes qui veillent sur ce monument, principalement des femmes. Beaucoup, oui. C'est vrai qu'elles sont très nombreuses au sein de l'association, oui. Comment tu peux expliquer cela? Un attachement au lieu, un attachement aux traditions, un attachement aussi à cette synagogue qui historiquement est forte. Donc une volonté de faire des choses pour qu'elle vive et pour que la communauté vive. La communauté, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, hein, c'est souvent elles qui font les visites quand les visiteurs se présentent. Il y a Katia, Gilberte, Sabine, Rana. On va rencontrer beaucoup de femmes, hein, dans les couloirs de la synagogue pour vous accueillir. Mais donc là, je parle du présent. Mais dans le passé, ça a aussi été le cas. Parce que je voulais te parler du personnage de Blanche Mossé, qui est enterrée au cimetière juif de Carpentras, qui est une dame qui est née en 1888, qui est morte dans les années 1960, et qui a été gardienne de la synagogue, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale, et qui est restée pas mal de temps après. Donc un moment assez critique quand même, hein, pour l'histoire, hein, qu'elle soit locale comme nationale. Et cette femme a eu à cœur de protéger notamment le mobilier, les lustres, etc., de la synagogue. Donc ces anecdotes que je tiens de la famille Freund, qui est très impliquée également dans l'association, qui me racontait que pour protéger et pour mettre à l'abri ces trésors de la synagogue, elle s'est fait aider du conservateur du musée de Carpentras, et elle a fait sortir donc, tout ce mobilier sous le nez des Allemands qui occupaient Carpentras à ce moment-là, dans des cercueils. Et il faut savoir que dans une synagogue, il n'y a pas de mort. Les morts, c'est au cimetière. La synagogue, c'est un lieu de vie. Donc il y aura, normalement, il n'y a jamais de cercueil qui rentre à la synagogue pour une cérémonie avant de partir au cimetière. C'est une base de la religion. Donc par une tactique et en misant sur le fait que les Allemands ne connaîtraient pas cet aspect de la religion, elle a réussi à faire sortir le mobilier qui a été restitué après la Seconde Guerre. Donc c'est une femme qui a vraiment œuvré et qui a pris
toutes ces responsabilités à bras ouverts, au détriment aussi peut-être de sa vie. Enfin, on ne sait jamais, hein, ça aurait pu effectivement être compliqué pour elle. Après, je dis, c'est quelqu'un de caractère. C'était une femme forte. Pareil, une autre anecdote, à un moment où Pierre Mendès France était président du conseil, il était de passage à Carpentras, il a voulu visiter la synagogue dans les années 1950. C'est déjà, la synagogue, c'est un monument réputé, pas depuis hier matin, hein, depuis très très longtemps. Et donc à midi, un conseiller prend contact avec la synagogue pour que Pierre Mendès France puisse passer. Mais comme c'était midi, elle a refusé. Elle a dit, moi, je vais manger. Et je ne sais pas finalement si Pierre Mendès France est venu à la synagogue ou pas. Donc c'est une femme de caractère, qui a su imposer ses idées et qui a su œuvrer, comme tu dis, pour la synagogue. Important de rappeler qu'il y a des personnages comme ça qui ont été présents et qui ont sauvé ce patrimoine. Surtout à cette époque. C'est pas évident. Hein, mais c'était quand même un sacré personnage que cette Blanche Mossé. Donc on doit peut-être ce beau bâtiment, ce beau patrimoine à Blanche Mossé. Le fait que cette synagogue bien sûr, elle a une âme parce que voilà, elle est en activité depuis des siècles, mais le fait qu'on ait encore les mobiliers qui datent les lustres du XVIIe, du XVIIIe siècle, voire même plus anciens, eh bien c'est en grande partie grâce à elle. Est-ce qu'il y a une commémoration Non, pas spécialement, mais c'est vrai que l'association œuvre toujours pour faire connaître, et puis on en parle lors des visites guidées, hein, donc voilà, on continue à parler d'elle. Il faut qu'on continue à parler d'elle. Ouais. Parle-nous de l'association culturelle israélite de Carpentras. Donc c'est l'association qui gère la synagogue. Est-ce qu'elle a d'autres actions aussi à travers la ville de Carpentras? Alors il y a deux associations. Il y a l'association cultuelle et l'association culturelle. Oui. Deux aspects différents. La première, bien sûr, gère l'organisation religieuse de la synagogue, hein, faire venir les rabbins pour les fêtes, organiser les fêtes, accueillir pour les cérémonies, etc. Et il y a l'association culturelle qui, elle, est plus dans des actions au niveau de la restauration, vraiment au niveau du patrimoine qu'est cette synagogue. Alors, ils travaillent sur la synagogue, mais aussi sur le cimetière juif. C'est aussi une grande part du patrimoine juif du comtat, que la présence de ce cimetière qui est aussi du XIVe siècle. Donc, ils œuvrent sur ces deux lieux pour restaurer et mettre en valeur le patrimoine juif du comtat. Alors à la COV, on les aide, la mairie également est un soutien. Tout le monde travaille ensemble dans cette même optique. Principalement géré par des femmes. Le président est un homme, mais il y a beaucoup de femmes autour de lui. Voilà, j'ai parlé, il y a Jenny, Katia. Donc c'est elles qui font les visites Alors elles font beaucoup de visites, D'accord. Oui. Elles font pas mal de visites quand les gens passent à la synagogue, sonnent, rentrent. Donc elles leur expliquent un petit peu ce qu'ils ont sous les yeux. Et puis elles montent les dossiers pour la restauration. Elles passent le chiffon quand il faut aussi sur les bancs. Elles s'occupent de tout l'administratif. Elles sont là très très souvent. C'est vraiment un engagement très fort que d'être membre de cette association. C'est un vrai investissement qu'elles font. Et on les voit, elles sont là et toujours prêtes à accueillir, à faire de nouveaux projets, à accueillir du monde. Il y a vraiment une volonté d'ouvrir la synagogue et le cimetière et de le mettre à la disposition de tous comme un patrimoine. Merci Florence. Merci à toi. Merci.